Bonjour, j'espère que vous allez bien. Suite à ma dernière vidéo, je voulais poster une petite FAQ liée au domaine de la création de contenu, de l'influence, à tout ce qui touche à être freelance sur les réseaux sociaux, on va dire. Je sais que c'est un domaine qui suscite beaucoup de curiosité pour beaucoup de personnes parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui sont très transparentes sur le sujet. Alors moi, je vais essayer d'être le plus transparente possible tout en quand même me préservant parce qu'on peut pas non plus tout dire. Du coup, je vais répondre à vos questions. J'ai reçu quelques questions suite à une petite FAQ que j'ai mis sur mon compte Instagram. Je vais les retrouver tout de suite. Alors c'est sûr qu'il y a moins de questions que d'habitude parce que c'est quelque chose de très niche et peut-être qu'il y a plein de gens qui s'en foutent complètement. Mais je pensais que c'était cool de pouvoir aborder le sujet quand même. Moi je sais que j'aurais bien voulu avoir des personnes à qui me référer quand j'ai commencé. Donc j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres sur des sujets que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et peut-être qu'on pourra refaire une FAQ plus tard avec les nouvelles questions. Alors, je suis désolée si je suis un peu enrouée, je commence à être malade, c'est vraiment pas super. Je pensais que j'étais passée au travers de la grippe qui a achevé tout le monde, mais finalement faut croire que non. La première question c'est, tu travailles en moyenne combien d'heures par jour / par semaine? Alors ça c'est un chiffre qui a beaucoup évolué avec le temps. Quand j'ai commencé à travailler pour moi et à avoir ce projet de vouloir vivre de la création de contenu en freelance, je travaillais quasiment 7 jours sur 7. Alors c'est pas des journées de travail de 8h à 19h comme si j'étais au bureau, c'est vraiment différent, le temps est vraiment réparti de manière différente. Mais voilà, c'est un peu un travail étalé sur toute la semaine finalement. Il y a des jours où je vais filmer 3 recettes par jour et l'après-midi je vais éditer les recettes, ou bien le lendemain je vais faire une journée full editing de recettes. Il y a d'autres jours où ça va être du démarchage, voilà, ça peut vraiment varier. On va dire jusqu'à mi-2024 c'était très intense le rythme, donc c'était quasiment tous les jours. J'avoue j'ai jamais pensé à compter mes heures, j'aurais peut-être dû parce que c'est quand même un chiffre intéressant. Mais là je sais que depuis 2025 j'ai un peu ralenti le rythme parce que j'avais vraiment besoin de prendre plus mon temps pour pouvoir mieux créer et mieux travailler. Je dirais que je travaille 6 à 7 heures par jour, ça me semble à peu près cohérent. Il y a des journées où ce sera peut-être un peu plus, mais assez rarement parce qu'en fait au bout d'un moment le cerveau il sature tout simplement, et des journées où ce sera moins, mais où ce sera des plus grosses tâches plus intenses. Et tous les jours de la semaine, sauf le week-end maintenant, j'arrive à me détacher des réseaux sociaux et de mon téléphone, mais c'est très récent, mais j'en suis très contente. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui me dit que tu pourrais nous parler de ton équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est assez compliqué quand on est créateur de contenu, surtout dans la food et tout ce qui touche au lifestyle, parce que finalement la vie quotidienne, c'est le travail. Donc c'est un sujet qui m'a longtemps fait réfléchir, parce que du coup, c'est vrai que je sais pas moi-même quel est mon équilibre vie pro, vie perso. C'est en train d'aller mieux. Mais c'est vrai que dès qu'on ouvre le téléphone, on est tenté de regarder des trucs pour le travail, regarder les marques pour lesquelles je suis CM par exemple, regarder comment c'est, etc. Alors que c'est pas censé être le cas au moment où je le fais. C'est une barrière qui est assez floue. On va dire que pour le week-end, j'ai vraiment réussi à tout couper. C'est un équilibre qui se met en place. Au début, clairement, il est pas du tout là, l'équilibre. Quand on commence et quand on est à fond dans un projet, on veut vraiment tout donner, donc c'est très difficile de vraiment créer une frontière entre le travail et la vie personnelle, surtout quand on travaille de chez soi. Mais là ça va de mieux en mieux. Il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que j'ai fait comme études du coup. Peut-être que c'est pour savoir s'il y a des études particulières pour faire ce que j'ai fait. Je crois d'ailleurs qu'ils ont commencé un truc dans la création de contenu ou une école pour être influenceur ou je sais pas quoi, mais je suis pas très au courant, j'avoue. Moi, j'ai fait un BTS diététique, donc rien à voir avec la communication, rien à voir avec la photo, la vidéo, etc. Clairement, c'était juste pour avoir un diplôme. Après, c'est un sujet qui m'intéresse, hein, mais à la base, c'était pour avoir quelque chose après le bac, mais j'exerce pas comme vous pouvez le voir du coup parce que je suis vraiment à plein temps sur la création de contenu et le community management en ce moment. J'ai pas du tout le temps de rajouter une activité et ça m'intéresse pas trop. C'est plus quelque chose qui me plaît et qui m'anime, mais je suis quand même contente d'avoir fait ces études pour pouvoir avoir le crédit nécessaire si jamais on me pose des questions de nutrition, parce que je les ai quand même, les connaissances, même si elles sont un peu rangées loin dans mon cerveau, elles sont quand même là. Donc études BTS diététique en 2 ans. Après ça, j'ai travaillé dans un magasin bio parce qu'on était en pleine pandémie et je me voyais pas tout de suite me lancer dans une activité en freelance parce que ça me semblait très dangereux de commencer
lancée à ce moment-là. Donc j'ai travaillé 1 an dans un magasin bio et ensuite je me suis lancée officiellement à mon compte en tant que The French Vegan. Quelles sont tes activités principales? Alors j'ai plusieurs casquettes, je suis pas que créatrice de contenu comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo. Je suis aussi community management pour 2 marques qui sont Yofi, une marque de lait végétal, et Atelier Martha, une marque de latte. Donc pour eux je crée le contenu, je le publie sur les réseaux sociaux, j'anime leur compte Instagram, je réponds aux commentaires, etc. Je vais aussi par exemple dans des coffee shops ou des épiceries ou des choses comme ça pour créer des vidéos pour mettre en avant les personnes qui utilisent les produits de ces marques pour pouvoir les publier sur leur compte Instagram. Et je suis créatrice de recettes et de contenu lifestyle sur The French Vegan où je fais des recettes soit en collaboration avec d'autres marques, soit juste comme ça pour les partager. Donc voilà, c'est ça mes activités principales. Je fais aussi un peu de contenu marque blanche, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'UGC entre guillemets, mais dans ma tête c'est pas tout à fait pareil, mais c'est de la photographie ou de la vidéo pour des marques. Donc du coup on sait pas du tout que c'est moi qui les a fait, je suis pas créditée, je leur donne vraiment je leur vends les visuels et ils peuvent les réutiliser sur leurs différentes plateformes. Donc c'est un peu ça mes 3 activités principales, même si la marque blanche en ce moment c'est de moins en moins. Il y a de moins en moins de demandes, ou en tout cas on me demande pas à moi. Mais c'est pas plus mal parce que je suis pas la mieux placée pour faire du contenu très artistique. Est-ce que tu as déjà eu des grosses déceptions professionnelles? Ça c'est une très très bonne question. Oui, j'en ai déjà eu et surtout à mes débuts en fait, parce que quand on se lance dans cette activité, on est vraiment un peu jeté dans l'inconnu parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour se faire une place sur les réseaux. Faut vraiment tout tenter un peu tout seul ou bien être très très bien entouré par des gens qui connaissent déjà ce milieu. Pour ma part, c'était pas du tout le cas, donc j'ai tout appris seule. Et du coup, oui, je pense notamment à lors de ma première année d'activité. En gros, j'avais fait du démarchage et il y a une marque qui était revenue vers moi en m'appelant. Déjà en m'appelant par téléphone, j'étais là, ok, d'accord. La femme m'expose le projet, elle me dit salut, on a besoin de refaire toutes les photos de notre site internet. C'était une marque qui fait des fruits secs, je vais pas citer de nom, d'ailleurs je crois que je me souviens même plus. Ils avaient besoin de photos pour leur site internet pour mettre en avant les produits. Ils m'ont dit ton profil ça correspond bien, c'est minimaliste, etc. On a besoin de ce type de visuel, on a un budget de 2000 €. Moi j'étais là, waouh, 2000 €, je viens de lancer mon activité, c'est énorme pour moi à l'époque, c'est vraiment énorme. J'étais là, ça me fait 1 mois de salaire. C'est incroyable, c'est une opportunité de fou. Et du coup je fais oui bien sûr, 100%, moi je suis ok pour le faire. Un jour passe, 2 jours passent, 1 semaine passe, toujours pas de retour alors que la dame elle m'a appelé vraiment en personne, en plus c'était un timing assez serré, etc. Je relance, relance, personne. J'essaye de l'appeler aussi, elle me répond pas. Et plusieurs semaines plus tard, j'ai un retour en mode bonjour Clémence, désolée mais finalement on va le faire en interne, on a pris une stagiaire et elle va faire les photos. Bon, super, j'espère en tout cas que la stagiaire fera du bon travail. Très très grosse déception parce qu'en fait ce qu'elles comprennent pas forcément les marques, c'est que quand on vient de se lancer, ce type d'opportunité c'est énorme et pour elles c'est juste anecdotique. Donc il y a vraiment un gap entre la vision de l'importance du projet, c'est vraiment très différent pour la marque et pour le prestataire, surtout quand on vient de se lancer. Avoir un faux espoir comme ça, c'est terrible. Vraiment, quand j'ai lu la nouvelle, je suis allée me coucher. C'était l'après-midi, je suis allée me coucher. J'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée. C'est comme ça. En fait, il faut être prêt à avoir des déceptions et il faut être prêt à vraiment devoir attendre et relancer, re-relancer. Quand on fait ce travail, c'est vraiment nécessaire. Une question qui revient le plus souvent, c'est comment on obtient une collaboration sur les réseaux sociaux. Alors il y a 2 manières. Soit vous faites appel à une agence qui va prendre une commission sur les revenus que vous aurez, mais qui va se charger pour vous de démarcher toutes les marques qui connaissent parce qu'ils ont un catalogue de marques et il y a des marques qui ne passent que par des agences. Moi j'aime pas du tout ce système personnellement, j'aime pas du tout. Je le comprends mais c'est pas ce que j'ai envie pour moi-même, je sais que c'est pas comme ça que j'aime fonctionner. Du coup les agences qui ont un catalogue d'influenceurs tout simplement vont démarcher des marques, souvent des très grosses marques qui vont bien payer, mais les agences vont prendre une partie du coup des revenus qui sont générés
par la collaboration. Donc il y a ça. Et ensuite il y a, vous faites comme moi et vous démarchez des centaines et des centaines de marques. Quand j'ai commencé, je me suis dit tous les jours sans exception tu démarches 10 marques. Mais il y a tellement de marques que au final ça finit par porter ses fruits. Alors je faisais le lundi, je me souviens, j'envoyais le mail. Le vendredi je faisais une relance. Et la semaine suivante, je faisais encore une relance. En fait, il faut vraiment être patient. C'est un jeu de patience, c'est de la folie. Il y a des marques que je vais démarcher en juin qui vont m'accorder une collaboration seulement en septembre parce qu'ils disent écoute, là pour le moment, on a déjà tout prévu pour ce trimestre-là, mais reviens vers nous à la fin de l'été. On revient vers eux à la fin de l'été, on en parle, on regarde s'il y a des choses. Est-ce que mon profil peut correspondre à ce dont ils ont besoin? Et après on met en place quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un marathon. Mais franchement ça en vaut la peine parce que quand on obtient un oui, c'est tellement gratifiant. Pour moi, je ne parle que de mon expérience dans cette vidéo, je tiens à dire, je ne parle vraiment que de mon expérience. Je dénigre pas du tout les gens qui passent par des agences parce que je comprends à 100%. Si un jour j'ai, 500 000 abonnés, que je me fais accoster de tous les côtés pour avoir des collabs, peut-être que je prendrai une agence pour filtrer tout ça et m'aider. Mais pour le moment, j'en ressens pas le besoin ni l'envie parce que ça me fait vraiment plaisir de dialoguer en direct avec les personnes concernées, que ces personnes puissent vraiment me jauger et me connaître, savoir à qui ils ont affaire et pas qu'il y ait cet intermédiaire en fait entre nous. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup me dire que c'est vraiment grâce à mon travail que j'obtiens des collaborations. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez compliqué au début quand on commence, mais une fois qu'on passe certains paliers, je sais que le palier des 10 000 abonnés, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Et le but aussi, c'est de relancer beaucoup les marques avec qui on a déjà fait des collaborations parce qu'on est beaucoup plus susceptible de décrocher une nouvelle collaboration avec une marque qui nous connaît déjà et avec qui ça a déjà matché et fonctionné qu'avec une nouvelle marque. En tout cas, de mon point de vue et de mon vécu. Une question aussi du coup en lien avec les collaborations sur les réseaux sociaux. Comment on sait si du contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux est une collaboration commerciale? Sur mon compte en tout cas, je vais vous expliquer, je vais peut-être vous mettre des petits exemples à côté de moi. En gros, collaboration commerciale, c'est le terme très large. Moi, j'utilise vraiment le terme collaboration commerciale quand j'ai été payée pour parler de quelque chose. Si j'ai pas été payée mais que je mets en avant un produit, c'est vraiment parce que ça me fait plaisir d'en parler et pas parce qu'on m'a dit de le faire. Parce que je vais jamais mettre en avant un produit qu'on m'a dit de mettre en avant gratuitement. La création de contenu, c'est vraiment un travail à part entière et ça mérite d'être rémunéré quoi qu'il arrive. Mais des fois, il y a des marques, elles sont sympas, elles nous disent salut, on a lancé un nouveau produit, on est une jeune start-up, j'en sais rien. Moi, ça me fait plaisir de parler de nouvelles marques de temps en temps, même si je suis pas payée pour le faire. Mais ça doit venir en fait de moi-même. Donc du coup, collaboration commerciale, quand ça a été rémunéré, pour en parler, ce sera écrit collaboration commerciale ou collaboration commerciale rémunérée ou publicité. Et sinon, si y a un produit en story qui est mis en avant, mais que ça a juste été offert, mais que ça me fait plaisir de mettre en avant en story, il y aura juste écrit produit offert. Il y a d'autres types de collaboration commerciale. Par exemple, il y a un code promo qui va être affilié. Donc là, généralement, moi pour les codes promo affiliés, j'ai par exemple avec Anatae, la marque de matcha, je suis pas payée pour les stories, mais je reçois une commission pour les ventes qui ont été effectuées avec mon code. Donc si par exemple vous faites une commande sur Anatae, vous achetez un pot de matcha, mon code il vous offre 10% de réduction et moi je vais recevoir une commission de 10%. Donc ça c'est un autre type de collaboration commerciale, c'est aussi de la publicité, c'est aussi du placement de produits, mais pour ma part je suis pas payée pour publier les stories en tant que telles. Après peut-être qu'avec d'autres comptes, peut-être des comptes plus gros sont payés pour les stories également, mais je sais pas, en tout cas c'est... Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, bah oui, bien évidemment qu'on en arrive au revenu. C'est quoi le salaire quand on fait ton métier? Alors, c'est une question... En fait, je peux pas répondre pour tout le monde parce que ça va vraiment dépendre de plein de choses. Ça va dépendre si vous passez par une agence, ça va dépendre de si vous avez 10 000 abonnés ou si vous en avez 500 000. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pendant ma première année d'activité, j'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 500 € par mois brut, moins 20%. Voilà, ça vous donne une petite idée des revenus misérables que j'avais au début. C'est comme toute activité au début, faut bien commencer quelque part. Ensuite, ma deuxième année,
j'ai à peu près gagné l'équivalent d'un SMIC par mois. Donc là déjà j'étais un peu plus contente, un peu plus en confiance. Je me dis bon, un SMIC c'est pas incroyable, mais c'est pas rien. Et c'est déjà une évolution par rapport à l'année précédente. Ensuite l'année suivante, ça a commencé à être vraiment de mieux en mieux. J'ai commencé à gagner plus que si j'avais été diététicienne ou autre métier salarié, disons. Je vais pas vous donner de chiffres précis tout simplement parce que j'aimerais bien préserver un peu d'intimité et préserver surtout ma sécurité parce que bon, on sait jamais, il y a des gens zinzin sur terre. Je suis pas richissime, mais je suis très contente des résultats de mon activité parce que je pense que je le mérite vraiment. Après des années de travail à vouloir mettre en place cette activité, je peux dire que j'en vis et j'en vis bien. À savoir que tous mes revenus ne viennent pas que de la création de contenu. Il y a une partie qui vient de la création de contenu, je dirais 2/3. L'autre tiers, ça vient du community management. C'est très bien de lier plusieurs activités. D'ailleurs, si vous faites ce travail, ne comptez pas que sur la création de contenu, c'est trop irrégulier, c'est trop aléatoire parce qu'il y a un mois où vous aurez 3-4 collabs et vous serez super content et le mois suivant où il y aura rien. C'est souvent le cas en janvier et en août pour ma part, qui sont les mois qui sont vraiment les plus faibles parce que personne ne veut rien faire en janvier et en août, c'est des périodes un peu mortes. Essayez de combiner vos activités, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, vos œufs vegan bien sûr. Je pense que j'ai couvert pas mal de sujets, mais n'hésitez pas à mettre vos petites questions en commentaire, franchement moi ça me fait plaisir de répondre. Si vous avez des choses un peu plus précises qui vous intéressent ou des choses que vous n'avez pas forcément compris dans mes explications, n'hésitez pas, je répondrai vraiment avec grand plaisir. Si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine, sachez que si j'y suis arrivée, vous y arriverez aussi, parce qu'il y a des dizaines de personnes qui y arrivent. Il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est le canal de publicité principal, enfin voilà, c'est vraiment, les marques ont du budget à mettre là-dedans, donc vous inquiétez pas, vous trouverez votre place, faut juste délivrer du travail de qualité, montrer que vous avez envie et surtout ne jamais lâcher. Continuez à démarcher, même si vous obtenez pas de réponse, ça va marcher, vraiment, vous inquiétez pas. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dis merci beaucoup, ça me fait trop plaisir de pouvoir répondre à vos questions et on se retrouve très bientôt. Au revoir!